Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de fascinant et franchement, après avoir regardé ça, j'ai compris des trucs sur le golf qui m'ont fait dire « mais c'est exactement ce qui arrive à mes élèves et à moi aussi ». Alors voilà le contexte. Vous connaissez Brooks Koepka, le mec qui a gagné 4 majeurs entre 2017 et 2019. 4 majeurs en 3 ans. Un killer absolu. Le mec, quand il arrivait en majeur, tout le monde se disait « c'est encore lui qui va gagner ». Pendant un moment, je pensais qu'il pouvait gagner tous les tournois auxquels il participait. C'était incroyable. Le seul autre joueur qui m'avait donné cette impression avant lui, c'était Tiger Woods. Brooks Koepka pour son deuxième US Open d'affilée. Incroyable. À un moment, il donnait l'impression d'être intouchable en majeur. Dans cette vidéo, on va se pencher sur l'épisode 2 de Full Swing sur Netflix et on y voit un Brooks Koepka complètement détruit mentalement. Un mec qui a perdu toute confiance en lui, un mec qui est prisonnier de sa propre tête. Et vous savez ce qui est le plus dingue? C'est que son histoire, c'est notre histoire à tous. Ça peut être l'histoire du mec qui joue 95 pendant 2 ans et qui du jour au lendemain se retrouve à jouer 110 sans comprendre pourquoi. Ça peut être l'histoire d'un golfeur qui avait retrouvé son swing et qui le perd du jour au lendemain parce qu'il pensait trop dans sa tête. Ou alors ça peut être l'histoire d'un pro-enseignant fraîchement diplômé qui croyait que son niveau de jeu définissait qui il était vraiment. Et à travers cette vidéo, j'avais envie de montrer que les moments de doute intenses que nous traversons tous dans notre golf n'est pas réservé qu'aux simples mortels que nous sommes. Et que même les plus grands champions de notre sport se font piéger par leur cerveau. Aujourd'hui, on va décortiquer ce qui s'est passé dans le cerveau de Brooks Koepka et on va essayer de comprendre pourquoi il a perdu son golf et surtout, on va voir comment nous aussi, on peut éviter de tomber dans le même piège. Et vous allez le voir dans cette vidéo, le problème de Brooks Koepka, ce n'était pas son swing, ce n'était pas sa technique, ce n'était pas son physique. C'était juste son cerveau. Ah, parce que vous allez voir, ça l'a complètement ruiné, quoi. Et devinez quoi? Notre cerveau fonctionne exactement de la même manière. Alors accrochez-vous parce qu'on va parler de neurosciences, on va parler de mental, on va parler de philosophie, on va parler de ce qui se passe vraiment dans notre tête quand on joue au golf. Mais avant de continuer, je tiens à préciser que cette vidéo va être démonétisée et que je vais pas toucher de sous-sous. Car je vais être obligé d'utiliser les extraits de Netflix pour illustrer cette vidéo afin de la rendre beaucoup plus digeste. Alors si vous pouvez me soutenir en me lâchant un gros grip bleu et commenter la vidéo pour l'algorithme, ça serait super de votre part. D'ailleurs, je vous propose de m'écrire cerveau en commentaire pour ceux qui veulent me soutenir. Voilà, ça fera monter l'algorithme. C'est bon? C'est fait? Eh ben on est parti. Merci d'accueillir le prochain golfeur. Avec 8 victoires au compteur. Alors petite mise en contexte rapide, Brooks Koepka c'est pas n'importe qui, le mec a gagné l'US Open 2017, l'US Open 2018, le PGA Championship 2018 et également l'édition 2019. 4 majeurs en 3 ans, à cette période le mec est numéro 1 mondial, il est le gars à battre. Il a cette réputation de killer qui arrive en majeur et qui massacre tout le monde. Le mec avait ce regard, cette confiance quand il arrivait sur le tee. Tu savais qu'il allait faire un truc énorme. Et puis, silence radio. Après son dernier majeur en 2019, Brooks ne gagne plus rien pendant 2 ans. Enfin si, il gagne le Phoenix Open en 2021, mais à part ça, que dalle. Blessure à répétition, quoi. Genou, hanche, l'horreur. Le mec ne peut même plus swinguer correctement. Mais vous savez ce qui est le plus intéressant dans tout ça? C'est pas vraiment les blessures le problème. Et vous allez très vite comprendre pourquoi. Déjà, le début de l'épisode marque le ton. Le golf n'est pas un sport de gentleman. C'est une compétition avant tout. On est là pour gagner, pas pour arriver deuxième ou participer. C'est la loi du plus fort. Gagner, c'est addictif. C'est une question de vie ou de mort. Pour moi en tout cas. Il faut savoir que Brooks Koepka est un golfeur un peu particulier. Il n'aime pas spécialement le golf. Moi je sais, c'est bizarre à dire comme ça, mais c'est pas trop son truc en vrai. Ils arriveraient presque à me faire croire que le golf est un vrai sport. Depuis ses débuts, il dit ouvertement qu'il ne regarde pas le golf à la télé et qu'il a commencé à jouer parce qu'il était bon et pas parce qu'il était passionné. Pour lui, le golf n'a jamais été un jeu d'amour du geste, c'est un sport de compétition pure. Il ne cherche pas à apprécier, il cherche à dominer. L'épisode continue ensuite en février 2022 au Phoenix Open, le fameux tournoi avec le 16e trou en mode, vous savez, un peu stade de foot. Plus de 15 000 places assises, quand il y a quelqu'un qui rentre un putt, ça jette des bières dans tous les sens, enfin bref, c'est un gros délire à l'américaine. Et Brooks, en 2022, il vient défendre son titre parce qu'il a gagné l'édition 2021. Et là, on le voit sur le trou numéro 16, dernier jour, il est en position pour gagner. On s'attend à ce qu'il gagne.
Elle est beaucoup trop loin. Au pied du mur, les champions arrivent toujours à faire ce qu'il faut. Il a maintenant 3 coups de retard. Et après la compétition, la caméra filme Brooks Koepka, le regard du gars, tu sens qu'il est détruit de l'intérieur. Et c'est là que Netflix nous emmène chez lui, dans sa baraque de malade en Floride, avec sa femme Jenna. Et là, on découvre un Brooks qu'on n'a jamais vu. Écoutez, c'est ma dernière chance. C'est écrit « Future Madame Koepka ». Avant, je savais me détacher du golf à la maison. Ça, c'est une robe de plage. Ah ouais, De mariée. c'est transparent. Mais en ce moment, j'arrête pas d'y penser. Tout ça parce que je joue comme un pied. Ça me bouffe cette merde. Ma préférée. Super. Parfois Jenna me parle et moi je pense qu'à mon putain de swing. Bon, vous l'aurez bien compris, à ce moment-là de sa carrière, Brooks Koepka est au plus mal. Et là, Netflix fait un truc de génie, il nous montre Scottie Scheffler, l'antithèse psychique de Koepka. Bon, Scottie en 2025, c'est Scottie quoi, mais à l'époque, il n'avait pas encore percé. C'est d'ailleurs dans cet épisode qu'on assiste à l'émergence du monstre qu'il deviendra ensuite. Scottie, c'est le mec qui vient de gagner le Phoenix et qui va enchaîner avec 3 autres victoires en 8 semaines et qui va gagner le Masters en avril 2022. Boum, numéro 1 mondial quoi, direct. Et le reste appartient à l'histoire, bien entendu. Mais ce qui est frappant dans cet épisode, c'est la façon qu'a Scottie de voir le golf. Avec le temps, mon rapport au golf a évolué, mais ça ne change rien quand je suis à la maison. Même si ma journée se passe mal, ça n'a pas d'impact à la maison. Je me fixe pas de quota de victoire. Je ne suis pas obsédé par la victoire. J'essaye juste de m'améliorer et de faire mieux à chaque nouveau tournoi. J'ai jamais eu de grandes attentes. J'essaye juste de travailler dur. Le reste ne dépend pas de moi. Vous avez entendu la puissance de ce qu'il vient de dire? D'un côté, on a Koepka qui, tout l'épisode, ne fait que penser à gagner, à dominer. Et de l'autre, on a un Scottie qui essaie juste de faire de son mieux à chaque tournoi sans attendre de résultats. Et ça me permet de faire un détour dans la philosophie stoïcienne. Car c'est la phrase qui résume pourquoi Scottie est Scottie à ce moment-là et pourquoi Koepka en est là. Le principe est assez simple, il existe des choses qui dépendent de nous, nos intentions, nos actions, notre attitude, et des choses qui ne dépendent pas de nous. La météo, le résultat, les adversaires, les rebonds. Les stoïciens disent « la sérénité vient du fait de se concentrer uniquement sur ce qui est dans ton contrôle direct ». Scottie n'est pas juste stoïcien technique, il a un élément en plus, la foi chrétienne, qui lui donne un cadre très particulier. Scottie considère le résultat comme extérieur à son pouvoir. On le voit d'ailleurs en parler pendant l'épisode. Peu importe la situation, je m'en remets toujours à Dieu pour me guider. J'ai fait ça toute ma vie. Écoute, il faut que tu gardes 2 choses en tête. De 1, il n'y a rien de nouveau pour toi. Tu joues au golf, comme d'habitude. Et de 2, n'oublie pas que c'est Dieu qui décide de tout. C'est exactement ce qui lui permet de prendre du recul. Il délègue le résultat à une entité supérieure et ça lui permet de se libérer de la charge émotionnelle du résultat. Et ça, c'est ce qui fait qu'il a réussi à détacher totalement son identité de son golf. Son score n'est plus son identité. Et ça, Koepka, il est totalement dans ça malheureusement. Ce que je suis en train de vous dire, on trouve ça dans le stoïcisme, mais on retrouve ça aussi dans la spiritualité en général. Contrôler l'action, accepter le résultat, rester stable émotionnellement. Et chez Scottie, la religion renforce le principe stoïcien en lui donnant un cadre émotionnel très stable. Alors que chez Koepka, on voit bien qu'il n'y a pas ce détachement émotionnel. Brooks devient le résultat, Brooks incarne le résultat. Et on le voit très bien à la 19e minute de l'épisode. On est à quelques jours du Masters d'Augusta 2022. J'ai un trophée du PGA, un de l'US Open et le trophée du joueur le plus longtemps numéro 1. Les places vides du haut, c'est pour les plus importants. Ça me rappelle qu'il y a encore plein de gros tournois que je n'ai pas encore gagnés. La case du milieu, c'est pour celui d'Augusta. Je dis ça comme ça. Ce que je sais, c'est que les meilleurs golfeurs de l'histoire sont toujours revenus sur le devant de la scène dans les grands tournois. J'y pense beaucoup en ce moment. Je me vois revenir pendant un grand tournoi.
Je dois gagner. C'est tout l'intérêt. Et c'est cette incarnation du résultat qui fait de lui le jouet de son propre cerveau. Parce que vouloir à tout prix un résultat, c'est se détacher momentanément de ce qu'on a comme ressources internes. L'attention, le rythme, le relâchement, la lucidité, la créativité. Vous n'êtes plus en train de jouer au golf si vous êtes attaché au résultat, vous êtes en train de lutter contre une projection mentale. Et c'est ça le plus grand piège. Plus on veut forcer un résultat, plus notre cerveau bascule en mode surcontrôle et plus on perd ce qui nous faisait jouer juste. Et c'est exactement ce qui arrive à Kopka. Il n'est plus dans son intention, il n'est plus dans son processus, il est dans la peur de ne plus être celui qu'il a été. Alors que Scotty, c'est totalement l'inverse. Lui est ancré dans le présent, il accepte ce qu'il peut contrôler et il laisse aller ce qu'il ne peut pas contrôler. Et c'est précisément cette posture interne qui lui permet de performer sans se détruire. Et soyons un peu honnêtes, entre nous, combien de fois on a joué au golf pour un résultat? Combien de fois j'ai annoncé aujourd'hui je vais jouer plus 3, plus 4, plus 5, j'en sais rien. Et combien de fois sur le parcours, après un mauvais trou, on se dit bon, allez, le suivant, faut que j'aille chercher un birdie. On l'a tous fait, vous, moi, les pros et même ceux qui s'en défendent. Sauf que vous l'aurez compris, le résultat n'est jamais une action. Le résultat n'est jamais un objectif opérationnel. Le résultat est juste une conséquence. Et c'est ça la première leçon de cette vidéo. Le résultat est la somme des processus que nous pouvons contrôler. L'épisode se termine au Masters 2022. Brooks rate le cut et Netflix filme le moment où il sort d'Augusta. Il est interviewé, on lui demande qui a gagné le Masters cette année et il réfléchit. Longtemps. Trop longtemps. Vous avez regardé la dernière journée du Masters? Je crois que je l'ai pas regardé. Je sais même pas qui a gagné. À votre avis? Scotty Scheffler? Oui. Ah, ça y est, je m'en souviens. J'avais un trou de mémoire. Il ne sait même plus qui a gagné le Masters, parce qu'il était tellement dans sa bulle de souffrance, tellement prisonnier de ses propres pensées, qu'il ne voyait même plus ce qui se passait autour de lui. Alors première chose à comprendre déjà, Brooks Koepka avait construit son identité sur le fait d'être un champion. Son identité c'était « Je suis Brooks Koepka, le killer des majeurs ». Et tu sais ce qui se passe dans ton cerveau quand ton identité est menacée? C'est comme si tu attaquais la structure même de qui tu es. Dans notre cerveau, il y a une zone qui s'appelle le cortex préfrontal médian et c'est là qu'on se construit notre moi, notre identité, notre représentation de qui nous sommes. Quand Brooks était en train de gagner, cette zone était en mode je suis un champion, je suis fort, je suis le meilleur, donc il n'y avait aucun problème. Mais quand il s'est blessé et quand il a commencé à perdre, cette même zone s'est mise à dire « Attends, je suis censé être le meilleur, mais là je perds, donc qui je suis ?» Et ça c'est très perturbant pour notre cerveau, parce que notre cerveau déteste l'incertitude, il déteste ne pas savoir qui nous sommes. Et devinez quoi? Nous aussi on fait ça. Prenons un exemple d'un golfeur qui se dit « Voilà, son identité c'est quoi ? C'est de jouer en dessous de 100. Je suis un golfeur qui joue en dessous de 100. Je suis un golfeur qui tape loin. Je suis un golfeur qui est régulier. Et le jour où ce joueur joue 110, ou qu'il tape trop court, ou qu'il fait 5 triples bogeys à la suite, son cerveau panique, parce que son identité est remise en question. Et vous savez ce qui se passe quand notre cerveau panique? Il active son système d'alarme, son amygdale, le centre de la peur. Et c'est là où on entre en mode survie. Et en mode survie, le problème c'est qu'on peut plus jouer correctement au golf parce que notre cerveau est occupé à nous protéger d'un danger complètement imaginaire. Deuxième leçon de cette vidéo, c'est que notre identité ne doit jamais être basée uniquement sur nos résultats. Parce que si elle l'est, le jour où on ne performe pas, on se perd. On se perd, on est mort. It took me a while to separate my score from my feelings about myself. I shot 65. I felt great. I felt really good about myself. I shoot 75 and I feel really shitty. It probably took me a good, I was going to say decade into my professional career to get to that point where I could disassociate. Just because you shot a good score doesn't make you the greatest person on earth. And just because you shot a bad score doesn't make you a piece of shit, right? So
Deuxième truc qui se passe dans la tête de Brooks, c'est le surcontrôle. Vous vous souvenez quand Brooks est chez lui, accompagné de sa femme, et qu'il ne fait que penser à son swing? Ça, c'est ce qu'on appelle l'hyperactivation du cortex préfrontal. Quand vous apprenez un mouvement, votre cortex préfrontal est très actif. C'est la partie consciente de notre cerveau. C'est elle qui analyse, qui contrôle et qui vérifie. Mais quand vous maîtrisez un mouvement, comme c'est le cas pour Kopka, ce n'est plus notre cortex préfrontal qui s'en occupe, c'est les ganglions de la base, le cervelet et les parties automatiques de notre cerveau. C'est comme quand on conduit une voiture au début, on pense à tout quoi, les pédales, le volant, les rétroviseurs. Notre cortex préfrontal, au début de la conduite, il est à fond. Mais après 10 ans de conduite, voilà. On est en mode conduite automatique, on est capable de conduire et parler en même temps ou faire autre chose. Le golf c'est pareil, quand on a appris le swing de golf, notre cortex préfrontal était très actif, normal. Mais le jour où vous savez swinguer, c'est quelque chose qui se fait un peu automatiquement, quoi. On n'est plus obligé de cogiter pour le faire. Et c'est exactement le problème de Brooks Koepka. Il était tellement obsédé par retrouver son niveau qu'il s'est remis à penser à son swing. Il a réactivé son cortex préfrontal à mort, et vous savez ce qui se passe quand on réactive son cortex préfrontal sur un mouvement qui devrait être automatique? Oui. On casse l'automatisme. Et c'est exactement ce qui arrive à notre swing quand on pense trop. On se met à contrôler, à checker, à vérifier, est-ce qu'on a le bon grip, est-ce qu'on a le bon backswing, est-ce qu'on a la bonne longueur, est-ce qu'on transfère bien le poids, est-ce qu'on a la tête bien derrière la balle, est-ce que blablabla. Tout devient rigide, mécanique et mort. Et vous savez pourquoi on fait ça? Parce qu'on a peur. On a peur de mal jouer, peur de perdre son niveau, peur de décevoir. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a peur? On active le cortex préfrontal. Et notre cortex préfrontal qui cherche à tout analyser et à contrôler, qu'est-ce qu'il fait? Il va tuer notre swing. C'est un cercle vicieux de toute façon. D'ailleurs, si tout ce que je viens de vous dire vous parle, sachez que je vous offre une vidéo sur la routine qui vous permettra d'y voir un peu plus clair sur le parcours. Et pour la recevoir, c'est très simple, il vous suffit de cliquer dans le lien de la description de la vidéo et je vous l'envoie directement. C'est ça que je trouve qui est fascinant dans cet épisode, c'est qu'on parle de Brooks Koepka, quoi. Genre, le mec, 4 majeur, numéro 1 mondial, boum, surcharge cognitive. Parce que qu'on se le dise quand même, je pense pas que Brooks Koepka soit mauvais techniquement. Je pense pas qu'il ait un mauvais swing, quoi. Même quand il est dans une mauvaise passe, il est quand même capable de encore jouer et maintenir son niveau sur le PGA. Son problème, il est pas technique, il est pas mécanique, il n'a pas perdu son talent, il a juste perdu sa disponibilité mentale. Parce que le cerveau d'un joueur élite, quand il est confiant, il fonctionne en mode automatique. Il laisse son swing sortir, il laisse le club vivre, il laisse le mouvement se faire naturellement. Mais dès que la peur entre en scène, tout change, quoi. Et dans cet épisode, on le voit littéralement, je dis bien littéralement, son cerveau basculer de l'automatique vers le surcontrôle, vers l'auto-analyse permanente, vers la rumination, vers la panique silencieuse. C'est le truc que les neuroscientifiques appellent la réintrusion du contrôle conscient dans la performance automatisée. Vous pouvez imaginer cela comme un mec qui essaye de dire à son cœur comment battre, ou qui essaye d'apprendre à respirer en contrôlant chaque inspiration. D'accord, c'est absurde. Pourtant, c'est exactement ce que font des milliers de golfeurs chaque semaine. Ils connaissent leur swing, ils l'ont déjà exécuté des milliers de fois dans les bonnes conditions, et pourtant, dès que la pression monte, ils reviennent dans leur tête, et ils reviennent dans le préfrontal, et ils reviennent dans le contrôle. Et c'est toujours le non-sens parfait. Plus on essaie de contrôler, plus on perd le contrôle. Et c'est là qu'on comprend un truc fondamental pour Koepka, pour les pros, pour moi, pour vous, pour tous les golfeurs du monde en fait. Vous ne pouvez pas réfléchir votre swing, vous ne pouvez pas forcer votre swing et vous ne pouvez pas penser à jouer mieux pour jouer mieux. Et dès qu'on essaye de ramener notre swing là-haut, dans nos pensées, dans les micro-analyses, dans les monologues internes, on perd tout ce qui fait un swing libre. Tout. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Koepka. Ce n'est pas un problème de mécanique, ce n'est pas un problème de physique, ce n'était pas un problème de technique, c'était un problème d'intrusion cognitive. Regardez ce que dit Koepka. Écoutez. Je pense que c'est une question de mental. C'est ce qui arrive quand on réfléchit trop. En ce moment, qui est le meilleur golfeur? Scotty Scheffler. Et de loin. Et si on lui demande à quoi il pense pour gagner, il répondra à rien. Les meilleurs joueurs du monde ont l'esprit clair, c'est comme ça. J'aimerais revenir parmi les meilleurs, mais je me prends trop la tête. Si Scotty est épanoui, pourquoi moi je le suis pas? J'en sais rien. Troisième point, la comparaison. L'épisode nous montre cette dualité incroyable. D'un côté, Koepka qui est au fond du gouffre et de l'autre, un Scotty qui est en train de tout exploser. La comparaison, c'est un poison mental absolu.
Et on le voit à ce moment-là de l'épisode. Je suis jaloux des vainqueurs. Et ça fait quoi ? Ça active le système du stress. Le stress, ça fait quoi ? Ça libère du cortisol. Et le cortisol, ça fait quoi ? Ça bloque les accès aux automatismes. Vous voyez le problème ? En fait, plus on se compare et plus on stresse. Et plus on stresse et moins on joue bien. Et moins on joue bien, plus on se compare et plus on stresse. Donc encore une fois, le hamster dans la roue, quoi. Et on fait tous pareil. Kopka, vous, moi, on se compare au mec du club qui joue 85 alors que nous, on joue 95. On se compare à notre pote qui drive 250 mètres alors que nous, on drive 220. On se compare à nous-mêmes il y a 6 mois quand on jouait mieux. Et voilà, pendant qu'on se compare, qu'est-ce qui se passe malheureusement ? On ne joue plus. On ne fait que subir, on s'éloigne de nos intentions et on coupe nos automatismes. Et c'est exactement ce qui arrive à Kopka. Il n'est plus dans son golf, il est dans un match mental contre quelqu'un d'autre. Et dans ce genre de match, on perd toujours. Alors, après le Masters 2022, où il rate le cut, Kopka prend une décision. Il rejoint le LIV. Je vais pas rentrer dans les débats du PGA Tour versus LIV Golf, c'est pas du tout le sujet du jour. Mais si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me le marquer en commentaire pour me le faire savoir. Et aussi pour l'algo, bien sûr, ça fait toujours plaisir. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le cerveau de Brooks. Et ce changement, il a déclenché quelque chose que personne n'avait anticipé. Avec le LIV, Brooks s'est retrouvé avec 54 trous à jouer au lieu de 72, un calendrier beaucoup plus léger et surtout 4 mois de break complet entre les saisons. Et ça a permis à Kopka de faire 2 choses essentielles. De 1, ça lui a permis de récupérer physiquement. Ses genoux, sa hanche, son corps brisé, tout a enfin pu se réparer. Et 2, ça lui a surtout permis de récupérer mentalement. Ça, c'est la clé. Son cerveau a pu éteindre le mode survie, il n'était plus dans son obsession de la performance, il n'avait plus cette pression constante qui lui disait « Si tu joues pas bien cette semaine, t'es plus personne ». Les neurosciences sont formelles à ce sujet. Quand notre cerveau est surchargé de cortisol pendant des mois, voire des années, on devient moins créatif, on devient moins confiant, moins précis, moins stable émotionnellement et notre automatisme moteur se dégrade. Le break, c'est ce qui a réinitialisé sa chimie interne. En 2023, Kopka revient et gagne sur le LIV. Puis il gagne encore. Et en avril 2023, il arrive au Masters et là, il domine. Il mène après 54 trous. Malheureusement, il craque, il fait 74 le dernier jour et il finit deuxième derrière Jon Rahm. Il choke selon ses propres mots. Mais vous savez quoi ? Pour moi, c'est déjà une victoire. Parce que 1 an avant, il ratait le cut. Et là, il finit deuxième, ayant mené tout le week-end. Et 1 mois plus tard, en mai 2023, il gagne le PGA Championship, son 5e majeur, 4 ans après son dernier. Qu'est-ce qui a changé en fait ? Pourquoi le fait d'aller sur le LIV lui a permis de regagner et retrouver la clé du succès ? Pour moi, il y a 4 clés fondamentales de sa remontée. La première clé, c'est le repos mental et physique. Son corps a guéri, ok, mais son cerveau aussi. Quand on est constamment en mode stress et performance, notre cerveau ne récupère jamais. Les 4 mois de break ont permis à son système nerveux de se réguler. Son cortisol est redescendu et son cerveau a pu reconstruire des connexions neuronales saines. Vous savez, je pense que vous l'avez tous expérimenté, vous avez fait énormément de golf pendant une période et d'un coup, vous vous arrêtez, vous faites un break de quelques mois et vous revenez taper des balles. Et vous savez ce qui se passe la plupart du temps ? Ça se passe beaucoup mieux qu'à l'époque où vous avez arrêté. Parce que à ce moment-là, notre cerveau a fait un nettoyage mental et voilà quoi. On revient taper des balles, on n'attend plus rien et ça se passe beaucoup mieux. Clé numéro 2, il avait moins de pression continue parce qu'avec le LIV, il y avait moins de tournois. Donc il y avait moins de ce moment où il faut le faire quoi, il faut que je gagne cette semaine. Son cerveau n'était plus en mode je dois performer tout le temps. La clé numéro 3, c'est le reset d'identité. Parce que qu'on le veuille ou non, en rejoignant le LIV, Kopka a fait un reset mental. Il n'était plus le Brooks Kopka, star du PGA, 4 fois majeur, numéro 1 mondial qui doit absolument tout gagner. Il était devenu Brooks Kopka qui recommence quelque chose de nouveau ailleurs. Et ça enlève une partie du poids de son identité. La 4e clé, c'est qu'il a retrouvé son pourquoi. Son coach Pete Cowen a dit un truc très intéressant sur Brooks. Brooks Kopka n'aime pas forcément le golf, mais il aime gagner. Et il veut être considéré comme un all-time great. Brooks a retrouvé un pourquoi.
pas pour prouver qu'il était bon, mais pour laisser une trace dans l'histoire. Et ça, c'est une motivation beaucoup plus forte et beaucoup plus saine. Kopka n'a pas changé son swing, il a changé son cerveau. Il n'a pas retrouvé sa mécanique, il a retrouvé sa disponibilité. Il n'a pas réglé un problème technique, il a défait un nœud émotionnel et identitaire. Il est revenu à un état où son cerveau ne l'agressait plus, son identité ne l'écrasait plus, son envie ne dépassait plus sa capacité, son automatisme pouvait respirer. Et là, son swing s'est remis à vivre parce que ça n'a jamais été un problème de swing, c'était un problème d'humain. Après avoir regardé cet épisode de Full Swing, il y a un truc qui m'a vraiment marqué. Ce n'est pas le fait que Brooks ait craqué, ce n'est pas le fait qu'il ait rejoint le livre, ce n'est pas le fait qu'il ait gagné son 5e majeur. Ce qui m'a marqué, c'est que tout ce qu'il vit, absolument tout, chacun d'entre nous le vivons à notre échelle. On n'a pas ses millions, on n'a pas son palmarès, on n'a pas sa pression, mais on comprend et on a son surcontrôle, sa peur, sa comparaison, son addiction aux résultats, sa perte d'identité. Et vous savez ce que cette histoire nous rappelle? Quand on change son mental, son swing change. Quand on retrouve de l'automatisme, notre swing respire. Quand on arrête de se comparer, notre swing se relâche. Quand on débranche notre cortex préfrontal, notre swing vit. Quand on se reconnecte à son pourquoi, notre swing retrouve sa cohérence. Brooks Koepka n'a pas réussi parce qu'il a réparé sa mécanique, il a réussi parce qu'il a réparé son humain. Et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, parce que vous aussi, votre problème n'est peut-être pas votre technique, votre backswing, votre grip ou votre alignement, j'en sais rien. Peut-être que votre problème, c'est juste que vous avez trop de contrôle, trop d'attente, trop de peur, trop de comparaison. Votre swing n'a généralement pas besoin de plus de technique, il a besoin de beaucoup plus de disponibilité mentale, plus de présence, de plus de confiance, de plus d'automatisme et de moins de pensée. Et si un mec comme Brooks Koepka, un monstre, un tueur, un cyborg a dû apprendre ça, eh ben je me dis que nous aussi, on doit l'apprendre. Parce que le golf, oui, c'est un sport de technique, c'est un sport de geste, mais c'est aussi un sport de cerveau, de présence, d'intention et d'identité. Et si vous comprenez ça, vous allez jouer beaucoup plus librement, comme Scotty, comme un Brooks qui est revenu, comme tous les joueurs de cette terre qui ont compris que la technique n'est rien sans un cerveau totalement aligné. Brooks Koepka, c'est juste l'histoire d'un homme qui a compris que son plus grand adversaire n'a jamais été son swing, mais son propre cerveau.